et salut, c'est Version Française, votre magazine de la mode, de la déco, de la culture, du design, du chic, quoi, à la française. Et ceux qui en parlent mieux, ce sont les étrangers, non? Nathalie. Focus sur une maison d'exception, l'atelier Bizet nous ouvre ses portes. Kamel Menour, galériste et chouchou des artistes, est notre invité du jour. Visite aujourd'hui dans la ville rose de Toulouse. Fête impériale, une jeune marque inspirée par la talentueuse créatrice Laura Gauthier-Petit. Mais tout de suite, point de vue, un regard affûté sur les nouveautés stylées de la semaine. Chic, Version Française, c'est maintenant. Plus la peine de prendre l'Eurostar si une envie pressante de porridge vous prend. Dorénavant, une cantine lui est dédiée qui le twist élégué pour le transformer en gourmandise. Pause déj d'un nouveau genre, il se déguste sucré ou salé grâce à deux jeunes filles qui ont fait germer l'idée d'un bar à porridge en plein Paris. À vos bols, partez! Vaste domaine de 1000 hectares situé à 45 km de Paris, au cœur de la forêt de Hermenonville, l'abbaye de Chalice est une des plus grandes abbayes cisterciennes de France. Mais en dehors de son parc et ses ruines, on peut admirer la collection personnelle de la peintre Nelly-Jacques Marandré. Un voyage exotique à la rencontre de ce personnage en avant sur son temps. Le Contrepoint est un éditeur de livres décomplexé et audacieux. Malicieux avec culture, insolent avec pertinence, les 30 moustachus, gardiens ou écrivains de la collection Palmarès sont de savoureux anti-guides littéraires à dévorer sans modération et avec humour. Disponibles en librairie, ce sont des vrais collectors. Mathieu Chédid, dandy cool de la musique, nous offre une collab avec Philippe Zorzetto. Résultat, une collection capsule de chaussures style M avec 4 modèles Richelieu à la semelle gomme déclinés en rouge, noir et en blanc et 3 modèles de boots, parfaits pour le soldat rose et nous, on en veut aussi. Atelier Bizet, des ouvrages délicats et fragiles pour les créateurs de mode, c'est notre focus dentelle du jour. La broderie, c'est l'art de donner à des vêtements ce petit truc en plus, cette petite touche romantique, chic et vintage qui fait basculer votre tenue dans une autre dimension. C'est aussi un savoir-faire aux techniques ancestrales et subtiles. L'atelier Bizet est un atelier 100% made in France, ouvert par Corinne Bizet en 2005 en banlieue parisienne. Alors, la broderie m'est tombée dessus un petit peu par hasard. J'ai toujours eu des choses dans les mains. Depuis que je suis toute petite, je fais plein de choses avec mes mains. Et quand j'ai eu fini d'élever mes enfants, j'ai par hasard rencontré une jeune femme qui faisait l'école de broderie de Sage. Et elle m'a décrit ce qu'elle faisait. Je me suis dit, ça c'est tout à fait pour moi. J'y suis allée et en 200 heures de formation, j'ai appris le métier. C'était évident. Voilà. On peut clairement dire que Corinne Bizet est passionnée par son métier. Quand on lui demande de nous dire ce qu'est la broderie, elle nous répond « Vous avez une robe très jolie, bien coupée, magnifique, mais vous mettez de la broderie dessus et c'est le rêve. Tout l'ornement du vêtement qui va magnifier. C'est le rêve, un tissu. c'est le rêve. Voilà. Et ce rêve, il repose sur un savoir-faire complexe et un grand nombre de techniques de broderie. Par exemple, en va-et-vient à l'aiguille. Si vous regardez de près, vous voyez, on rabat la petite queue de en mousseline, on la coud et hop, on repart de l'autre côté. Voilà. C'est une technique de broderie. Et ça fait un volume très joli. Ça, c'est destiné à être le dos nu d'une robe de mariée. Autre technique traditionnelle, le crochet de Lunéville, qui a cette particularité d'être travaillé sur l'envers. Nous, quand on est en train de broder, on voit que ça. Et après, quand on retourne, on a ça. C'est un petit peu magique pour les gens qui ne connaissent pas, mais nous, on sait ce qui se passe dessous quand on travaille. Donc on monte une perle, et hop, on attrape le fil, on monte une perle, on attrape le fil. Donc c'est une technique qui permet d'aller assez vite et d'être surtout très régulière. Parce que si on faisait le même travail à l'aiguille, ça prendrait énormément de temps. Ce savoir-faire très spécifique, Corinne tient à le transmettre. Elle a longtemps donné des cours du soir et recrute régulièrement pour son atelier. Elle a par exemple formé Olivia, qui travaille avec elle depuis 5 ans maintenant. Corinne a réalisé une pochette, entre guillemets, un peu école, qui réunit les techniques de broderie les plus couramment utilisées.
Voilà, et puis après, on peut extrapoler à l'infini, inventer des points, en mélanger, en créer, c'est totalement infini. Je pense qu'il faut avoir à la fois l'œil, la main et un sens artistique assez développé. Donc, et c'est pas tout le monde qui a ça. Une forme de don selon Corinne, poussée à l'excellence dans son atelier qui ne sous-traite rien et cherche à relever des défis d'efficacité. Par exemple, les brodeuses sont capables de travailler sur des robes déjà montées, comme celle-ci. Une manœuvre plus risquée, mais un résultat plus harmonieux. Ouais, impeccable. Voilà une mariée gâtée. Une technique maîtrisée et une grande variété de fils, perles, strass, pierres précieuses, pour tous les goûts et tous les budgets. L'atelier s'amuse, explore des techniques. Plissé, relief, plumes emprisonnées, rien ne les arrête. Puis ils conservent les résultats de ces expérimentations sous forme d'échantillons afin de pouvoir montrer leur travail. Ce qui leur donne un support de dialogue avec les créateurs qui font appel à l'atelier. Au départ, cela peut être un thème, un croquis, une vague idée. Enrichie des suggestions et du savoir-faire de Corinne, la broderie prend vie peu à peu, après chacune des étapes de l'élaboration et de création. Ce qu'il aimait beaucoup, c'était le côté, tu vois, qui descendait comme ça. Ça, il aimait beaucoup. Alors après, l'idée, c'est est-ce qu'on fait que des fleurs comme ça ou est-ce qu'on mélange avec des fleurs comme ça? Moi, je pense qu'il faut faire un mélange des deux. Et est-ce que tu veux intégrer un peu de fil ou pas? Oui, il aimait bien. Il aimait bien. Et voilà, on a un dessin. Il ne reste plus qu'à passer à la valse des tiroirs pour piocher les matériaux. Cette mécanique bien huilée permet à l'atelier Bizet et à ses brodeuses polyvalentes de faire preuve d'une grande créativité. Du coup, les ambitions de Corinne Bizet ne s'arrêtent pas là. Elle propose aussi des bijoux et des réalisations 3D assez étonnantes. Elle rêve également de défis toujours plus complexes. Quand on maîtrise son sujet, après, on fait vraiment ce qu'on veut et du coup, voilà, on est vraiment capable de relever tous les défis. Là, j'ai des très très belles commandes avec des maisons de luxe qui nous ont demandé des choses vraiment très très belles. On s'amuse beaucoup, mais on peut pas dire, c'est secret. Bon, bah tant pis, on se contentera des secrets que l'atelier Bizet a pu nous dévoiler cette fois-ci. Un savoir-faire délicat et plein de surprises. Le personnage admiré et courtisé par la planète art, le galériste Kamel Menour, nous reçoit à l'occasion de sa prochaine expo Monumenta. Il y a des artistes talentueux et ceux qui ont le talent de les repérer. Kamel Menour est ce dernier. Aujourd'hui à la tête d'une des plus prestigieuses galeries d'art contemporain de la capitale, l'histoire de Kamel avec l'art a pourtant débuté presque par hasard. En fait, cette sensibilité à l'art est venue sur le tard. J'ai fait une formation d'économiste et en parallèle à mes études, j'ai rencontré ce milieu. Et c'est en rencontrant ce milieu que je suis tombé complètement amoureux. De ces rencontres sont nées sa sensibilité de spectateur et sa vision de galeriste. Mon métier consiste à accompagner, d'abord à réunir une équipe d'artistes, jeunes et moins jeunes. En tout cas, c'était l'ambition du développement de cette galerie, ce parcours. J'ai démarré ma galerie en 1999 et très rapidement, je me suis dit qu'il fallait que je puisse confronter jeunes et moins jeunes. Il offre aux yeux du public des œuvres et des époques différentes. Des artistes contemporains tels que Camille Enrault, Alicia Quad ou encore Pietri Alilage, à des artistes plus consacrés tels que Wang Yongping ou Pier Paolo Calzolari. Je pense que c'est ce face-à-face qui crée en tout cas l'identité de la galerie et qui nous permet en fait d'être face à un spectre très large de la contemporanéité, du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Proche du monde qui l'entoure et de la pensée de ces artistes. Le quotidien de Kamel, c'est beaucoup de voyages pour être auprès d'eux et de temps pour leur apporter ce dont ils ont besoin pour exprimer leur art. Aujourd'hui, c'est avec Yongping qu'il a passé sa journée à la préparation de Monumenta, l'événement du Grand Palais qui depuis quelques années fait la part belle aux artistes contemporains. Et 2016, c'est l'année de l'artiste chinois qui se prépare avec rigueur. Vous allez comprendre pourquoi. L'artiste a installé une maquette au 20e qui lui permet en fait de se familiariser de plus en plus. Ça fait donc 1 an et demi qu'il a constitué cet ensemble qui est vraiment l'exacte copie de ce qui sera installé dans quelques temps au Grand Palais. Donc on peut déambuler en chaussettes dans l'espace et envisager ce que pourront ressentir les personnes, les visiteurs qui découvriront son œuvre. C'est un projet pharaonique, c'est les travaux d'Hercule. Pharaonique, c'est le mot. 598
côtes et 331 vertèbres. On n'arrive même plus à s'en rappeler. C'est vrai qu'on s'y perdrait, un défi technique puisque les 254 mètres de longueur et les 29 mètres de hauteur de l'œuvre vont complètement s'intégrer à l'espace du musée. Et le rôle de Kamel est justement de permettre à son artiste la réalisation de son rêve initial. En 2006, je crois, il avait participé à cette exposition de la force de l'art et dans l'espace du Grand Palais, il avait déjà pensé à cette œuvre. Et donc, c'est là où en fait on voit la vision, les perspectives des grands artistes. Ils ont des sortes de fulgurances qui permettent à nous, citoyens, amateurs, passionnés ou pas passionnés, de regarder notre société. Et c'est ce qui est très très intéressant et très important pour nous. Et à l'approche de l'échéance, il y a toujours des choses à régler pour que tout soit prêt le jour J. On ne fait pas n'importe quoi, c'est pas un stade de football où on arrive comme ça avec des sacs et qu'on dépose. Là, il a fallu en fait se concerter avec les architectes, avec les gens de la Réunion des musées nationaux, dans un temps très très imparti et très très court. Hein. C'est en 10 jours qu'on doit installer ça. Donc c'est très difficile. Mais en fait, grâce à toute cette équipe, grâce à la galerie, grâce aux personnes de la Réunion des musées nationaux, on va y arriver. On y est d'ailleurs. Un exercice auquel Kamel est bien rodé. Le Grand Palais, il le connaît bien. Car Wang Yangping n'est pas le premier de ces artistes à avoir été choisi pour Monumenta. Avant lui, Yanish Kapoor, puis Daniel Buren ont investi le célèbre musée d'art contemporain. Une preuve que Kamel a le bon feeling sur les artistes à suivre. Je fais beaucoup de visites d'ateliers. On me propose plusieurs artistes. Je les fréquente et quand il se passe quelque chose qui n'est absolument pas décryptable finalement, il se passe quelque chose face à quelqu'un et on a envie de participer à cette création. Eh bien nous, on espère que des coups de cœur, il en aura encore plein d'autres à nous faire partager. Bonjour Kamel et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes super occupé. Ouais, un petit peu. Oui, un petit peu, on va dire. Notamment la préparation de Monumenta. Ouais, ça beaucoup. On va commencer par la définition de votre métier. Vous l'avez dit vous-même, vous êtes découvreur, accompagnateur et vendeur. Est-ce que c'est juste? Effectivement, c'est une bonne définition. Découvreur, accompagnateur et producteur avant d'être vendeur. C'est-à-dire que aujourd'hui, les œuvres sortent de l'atelier, mais on est des artistes à les faire sortir, à les accoucher. Donc en ça, je suis aujourd'hui, comme certains de mes collègues, producteur. C'est une nouvelle facette du métier. Alors on va revenir un tout petit peu en arrière, quand vous étiez rue Mazarine, quand vous avez découvert un petit local et vous avez lancé une galerie photo uniquement. Il y avait peut-être une rencontre un peu décisive avec Larry Clark, je ne sais pas. C'est vrai, Larry Clark a été un des artistes phares de ce moment où la photographie était en plein essor à Paris, avec l'avènement du salon, le salon Paris Photo. Et il est vrai que je suis allé voir Larry Clark à New York. Il avait été formidable d'écoute et on a eu la chance et je suis très fier de l'avoir montré à Paris dans la petite boîte à chaussures de la rue Mazarine. Et puis un jour, je crois que c'était en 2002, vous dites, voilà, je change déjà un modèle qui marche quand même. Est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que vous avez eu le trac? Vous vous êtes dit, ça y est, il faut que j'élargisse? Vous avez raison, c'est vrai que j'ai eu quelques nuits d'insomnie avant de prendre cette décision, mais elle était très aboutie. C'est-à-dire que quand je dis à ma collaboratrice, qui est d'ailleurs toujours mon bras droit, Marie-Sophie, que j'avais pris la décision de ne plus continuer la programmation autour d'un seul médium, la photographie. Donc on était complètement identifiés à Paris, ça marchait très 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 bien. D'ailleurs, elle avait été un peu surprise, elle m'avait parlé même de suicide, parce que ça marchait. Mais j'avais vraiment très peur, mais j'étais très sûr aussi de vouloir changer et de pouvoir ouvrir le spectre au travers des différents médiums, la sculpture, la vidéo, l'installation, la peinture. Une galerie qui permettait de développer différents types d'écriture. Que représente aujourd'hui Paris sur le marché de l'art? On sait que beaucoup à New York ça se passe, ou peut-être à Londres, mais Paris, on en est où? Paris, il y a 10-15 ans de ça, c'était une ville-musée, c'était une ville complètement
de flânerie, mais où en fait les gens ne venaient plus trop dans mon activité, dans l'art. En fait, les gens gardaient l'image de la mode, de la gastronomie, mais très peu de l'art. Et en fait, depuis une dizaine d'années, avec les nouveaux musées, avec la FIAC, avec peut-être un nombre de galeries dont je fais peut-être partie, il y a un renouveau. D'ailleurs, j'ouvre un 3e espace rive droite, donc je crois vraiment à la ville, je crois beaucoup à Paris. Kamel, et pour finir, une rencontre, la dernière, sauf celle de Young-Ping bien sûr, la dernière qui vous a ému énormément avec un artiste? Une des jeunes artistes que nous défendons à la galerie, qui s'appelle Camille Enrault, que je suis depuis une dizaine d'années, qui a été une toute jeune artiste, elle avait 26-27 ans, et en 10 ans, elle a fait une progression absolument formidable, remarquable. Elle est maintenant, elle est à Paris, elle est installée à New York, elle est présentée par les plus grands musées, le MoMA, le Guggenheim, le Centre Pompidou. Et c'est au travers des 3-4 expositions que nous avons fait à la galerie qu'elle est en train de devenir ce qu'elle est en train de devenir, à savoir une gigantesque artiste. Voilà, donc quelque part, l'accompagnement de cet artiste sur une dizaine d'années et de passer d'une artiste un petit peu non identifiée à une artiste en passe de devenir une très très grande. Bon, on l'a compris, vous êtes un fidèle et c'est magnifique. Merci Kamel. Merci. Un repérage à Toulouse à travers l'œil averti de la blogueuse Elodie. Toulouse, chef-lieu du département de Haute-Garonne, c'est la 4e ville de France. Elle est surnommée la ville rose à cause de la couleur bien particulière de son architecture et des briques qui la composent. Toulouse est aussi réputée pour sa gastronomie généreuse. Bienvenue dans le sud-ouest. Et c'est Elodie, blogueuse, journaliste et Toulouse addict, qui va nous dévoiler ses endroits secrets. Bonjour, je m'appelle Elodie, bienvenue à Toulouse. Je vais vous faire visiter ma ville, donc ma ville rose, même si c'est un petit peu cliché pour moi, elle est rose. Et voilà, je vais vous la faire découvrir parce que je la connais bien. Il y a une vie alternative qui est hyper importante, hyper intéressante, qu'on n'arrive pas toujours à distinguer du premier coup, mais qui est bien là quand on veut un petit peu découvrir les entrailles de la ville, quoi. Ici, on est sur les toits de la Dalbade, donc en fait, on est dans un quartier un petit peu chic de Toulouse. Et en fait, on est dans la chambre d'hôte que j'ai choisi de vous faire visiter. C'est le premier lieu qu'on va découvrir. Et même à l'intérieur, le rose toulousain ne nous quitte pas. C'est comme si la ville elle-même entrait dans les maisons. Nous sommes ici dans le quartier des Carmes, dans un ancien hôtel particulier de Capitoul, ces notables toulousains qui dirigeaient la ville entre le Moyen-Âge et la Révolution. C'est dire l'ancienneté de la maison. Toulouse est une grande ville qui a su garder sa personnalité à travers le temps. Il y a ici plus qu'ailleurs une complicité entre la ville et ses habitants. C'est clairement une ville où il fait bon vivre et les ruelles offrent parfois de belles découvertes. Direction maintenant la cathédrale Saint-Cernin, au cœur d'un quartier populaire où a récemment ouvert un restaurant très stylé qui fait figure d'ovni dans ce quartier pas encore branché. Dans les cuisines, le chef est gallois et il a un talent fou, mais ça c'est Elodie qui aura la chance de le juger. C'est bon, les plats arrivent. J'ai déjà goûté ça en fait, le thon cru juste laqué là, avec des graines de sésame. Alors ce que tu viens de manger là, c'est un petit œuf de caille. On l'a préparé façon English breakfast un petit peu. Donc un joli pain brioché qu'on a juste imbibé d'huile de cèpe. Ici c'est notre version du thon tataki. Donc c'est un filet de thon rouge qui a juste été snacké, pané aux graines de sésame. Et on termine avec notre grand classique, le mini burger au foie gras. Un pain brioché fait maison, la petite tranche de foie gras poêlée et juste une petite gelée de groseille pour l'accompagner. Waouh. Quittons maintenant le centre-ville pour nous rapprocher de la Garonne. Il y a ici beaucoup de nouvelles petites boutiques qui proposent des objets et des accessoires tendance. Et Slow en fait partie. Je vois qu'ils te plaisent. Ils sont trop sympas, je trouve. Franchement, ça vient d'où? C'est aussi un créateur américain. Ok, dis donc. Hein. Et donc lui vient, enfin elle pardon, elle vient de Brooklyn. Et je l'avais découverte lors de mon voyage à New York. Franchement, il faut avoir des idées. Hein. Exactement, c'est ça que j'adore. Pas mal, non?
C'est un peu la classe, quoi. La boutique s'appelle Slow. Et le slow, en fait, c'est un mouvement qui était apparu aux États-Unis en opposition à la fast food, donc la slow food. Et l'idée du slow, c'est que le cycle du produit, en fait, soit plus long. Donc le produit va rester plus longtemps dans le cycle de consommation. Ça favorise aussi l'imagination des créateurs parce que la matière est plus compliquée à travailler souvent. Bon ben voilà, la journée se termine sous le soleil toulousain. J'espère que la balade vous a plu, on a vu plein de choses et j'espère aussi que ça vous aura donné envie de venir nous voir dans la Ville Rose. Bye bye. Entre le Paris libre du 19e siècle et la décadence des nuits folles des années 80, Fête impériale est la relève de la semaine. Laura Gauthier-Petit a lancé Fête impériale en 2015, une marque de vêtements pour femmes qui mélange les époques et les styles. Après une expérience à Londres en communication digitale, cette passionnée d'histoire et de mode a voulu créer des vêtements qui lui ressemblent. Et pour découvrir son univers, il suffit de mettre un pied chez elle. Déco soignée, amour du tissu, moquette colorée par ses soins, objets vintage, bibliothèque style 19e, peinture murale et pan albinos empaillés. Oui, l'univers de Laura est riche et rempli de chats. Retour sur la genèse de ce projet très personnel. J'ai toujours aimé dessiner et depuis petite, ma grand-mère a eu une grande influence sur moi, notamment parce qu'elle était passionnée d'histoire de l'art et de couture, ce qui ne va pas forcément ensemble tout le temps. Et elle m'a beaucoup transmis, notamment sur l'histoire des femmes au travers du temps, et notamment le 19e siècle et la fin du 19e siècle. Fête impériale en référence à Napoléon III, mais aussi à la Belle Époque, au début de l'ère industrielle ou aux travaux haussmanniens et aux grands magasins. C'est tout ça qui nourrit les créations de Laura. Les courtisanes, enfin, sont pour elle des figures féminines très inspirantes. En fait, souvent, c'est des histoires de femmes qui débarquaient de leur province, qui parfois avaient eu des vies assez dures au départ. Et en fait, quand on se plonge dans l'histoire de ces femmes-là, il y avait des femmes avec de très forts caractères, très cultivées. Voilà, je trouvais ça intéressant de faire une marque qui reprenne ces codes-là, plutôt au travers des imprimés, au travers de 2-3 clins d'œil, et en même temps de les mixer avec des codes très actuels, et notamment les années 80. Moi, je suis née en 81. Et quand on mélange toutes ces influences, ça donne ça, par exemple. La deuxième collection de Fête impériale, tout droit revenue dans l'atelier de Laura après un aller-retour au Japon. Et comment elle en arrive à ce résultat? Au départ de chaque collection, c'est avec une amie graphiste qu'elle dessine et élabore ses imprimés. Donc je commence chaque collection par l'élaboration des imprimés. Sur la collection Fall-Winter 16, j'avais envie de faire des choses très colorées, avec beaucoup de vert, de créer une jungle un peu européenne dans laquelle je voulais ajouter des cages, un peu en clin d'œil à la publicité des années 80 pour Chanel avec Vanessa Paradis en petit oiseau dans cette cage. Puis elle choisit des tissus qui donneront à ses imprimés leur meilleure capacité d'expression et dessine en parallèle les silhouettes des modèles. Pour les formes, elle s'inspire beaucoup des années 80 et du vestiaire masculin, avec beaucoup de coupes oversize, des balances en coupe large et très fitées. Mais avant tout, le but de ces vêtements, c'est de s'y sentir bien. Tout un processus de création réalisé dans un atelier à taille humaine. Mais Laura ne travaille pas qu'avec des tissus imprimés. Autre priorité pour elle, des matières de qualité qu'elle aime aller chercher auprès des passionnés. En dehors de tout ce qu'on appelle chaîne et trame, donc c'est monté ici. Et je travaille par contre pour la maille et pour le cuir avec des usines françaises et ou européennes en fonction des savoir-faire. Je voulais absolument travailler avec de l'angora, mais je voulais que l'angora soit éthique. Et donc du coup on a trouvé cette ferme qui est dans le nord de la France avec cette dame qui est passionnée de ces petits lapins, qui les brosse tous les jours et qui les nourrit à la granule de mimosa. Des choix éthiques et exigeants que Laura et son équipe font avec beaucoup de conviction. L'objectif de Fête impériale, c'est aussi de mettre en lumière des matériaux de qualité et des savoir-faire. Je pense qu'aujourd'hui, quand on crée une marque plutôt haut de gamme, on doit s'attacher au désir de bien faire et au fait de travailler avec de belles matières et des savoir-faire. Il y a énormément de talents dans les savoir-faire et dans l'artisanat français qui sont très peu utilisés, qui sont quasiment en voie de disparition, voire qui ont disparu. Moi, j'avais envie d'avoir une liberté en termes de production et de création, donc de créer un atelier plutôt que d'externaliser à chaque fois, et d'avoir la liberté d'aller choisir le bon savoir-faire, le beau tissu,
Je travaille avec des gens qui se battent pour essayer de continuer à faire vivre leur artisanat ou leur histoire ou leur usine. Dernière étape pour ces créations, l'envoi aux clientes. Emballer, c'est peser et il y a même le petit mot qui va avec. Et Laura ne compte pas s'arrêter là. Par internet ou dans des points de vente, ces créations ont du succès jusqu'à New York et Osaka. Une passion qui n'est pas prête de s'éteindre. Version française est déjà finie, mais soyez chic toujours et retrouvez-nous la semaine prochaine. Bye!